You need to change. Please move. Bonjour à tous. Il est un peu tard, mais vu le panel qu'on a ici, on va prendre le temps de réfléchir à ce que ça veut dire la RE 2020. Alors, je comptais vous faire une introduction un peu longue, mais je vais la faire assez courte. Je vais juste rappeler quelques grands chiffres qu'on a un peu vus, qui ont été distillés à travers toutes les présentations. C'est quand on construit 1 mètre carré de bâtiment, on émet environ 1,5 tonnes de CO2 à chaque fois qu'on construit. En gros, c'est 1,5 tonnes, et vous serez gentil, je vous fais des gros ratios, hein, on n'est pas au kilo près. Sur ces 1,5 tonnes, vous avez 500 kilos, c'est de l'énergie, et 1 tonne, c'est la matière. Et la façade, on a vu quelques chiffres, ça représente, sur ces 1 tonne, ça représente, alors pour les plus petits bâtiments, pour les logements, c'est 10% jusqu'à 20-30%. Ce qui fait que si on regarde la façade, en fait, la façade, c'est très important sur l'énergie, donc c'est presque en grande partie, les 500 kilos sont liés à la façade, plus 100 à 200, voire 300 kilos. Donc c'est presque 800 kilos, si j'exagère un peu, de le poids carbone de la façade, tout compris. Donc le sujet majeur de l'aéro 2020, c'est ça, c'est comment on prend en compte ce carbone, et on va discuter avec tout le monde de comment ça peut se travailler, qu'est-ce qui a changé. Et la première question que je vais poser à Vincent, c'est le plus c'est moins, ça existe depuis 7 ans. L'association BBCA et le label adossé, même chose, 7 ans. L'aéro 2020, ça fait largement 2 ans qu'on la prépare un peu dans le détail. Est-ce que tout au long de ces, on va dire, 5 dernières années, vous avez vu des choses, des évolutions, des signaux faibles? Parce que je pense que ça va peut-être être la réponse, mais est-ce que vous avez vu des choses se changer dans vos discussions vis-à-vis des architectes, des ingénieurs? Je ne sais pas si on a vu beaucoup de choses, ni de signaux faibles. Ce que l'on a eu la chance de pouvoir faire, c'est de regarder des bâtiments avec le label E+C-, et d'une manière globale, puisque en tant qu'entreprise générale, on arrive à gérer tous les corps d'état, donc pas spécifiquement sur la façade. Les projets qui nous arrivent sont quand même des projets qui sont déjà conçus, donc on n'a pas la main sur la conception a priori. Selon ce que l'on a remarqué, c'est qu'on atteignait facilement le label C1, beaucoup plus difficilement le label C2, puisque à ce jour, on n'a qu'un bâtiment qui est labellisé C2, c'est Origine, enfin le campus Origine à La Défense en face de l'Arena. Ce que l'on peut aussi constater, c'est que les bâtiments qui sont labellisés, fonctionnent d'autant mieux qu'on a des matériaux biosourcés à l'intérieur du bâtiment, donc structure bois et souvent pas façade bois, mais on arrive quand même à en faire en aluminium. Donc c'est le premier constat c'est que ça va être compliqué. Et le deuxième, c'est qu'on a pu comparer pour certains bâtiments qui sont en cours d'études chez nous, hein, de conception, puisqu'on est associé à des conceptions-construction, c'est de voir que le niveau RE 2020 est à peu près le même niveau qu'un C2. Donc il y a encore du travail. Il y a encore du travail pour arriver à ce que les bâtiments qui vont être construits dans le futur soient réglementaires RE 2020. Et du coup, pour la partie conception, Thomas, est-ce que même chose, est-ce que le regard de certains d'architectes, est-ce que dans ton métier, dans tes discussions, même ne serait-ce qu'avec les bureaux d'études fluides, est-ce que cette notion du C1, du C2, effectivement des ambitions carbone, est-ce que ça modifie ta manière de travailler, ou tu as vu des choses changer? C'est très progressif. On est depuis la RT 2012 sur sur plein d'aspects énergétiques, de la conception de l'enveloppe et des bâtiments, ça a été très très progressif. Le carbone est venu se rajouter un peu après avec le plus C-. Ce qu'on voit, ce que disait le Campan, c'est que beaucoup de bâtiments qu'on fait, ils sont C1 et ça reste facilement atteignable. Dans les faits, parfois on a l'ambition de faire un C2, mais comme c'est pas encore réglementaire et que c'est pas encore obligatoire, on peut revenir là-dessus et donc rester en C1, et donc on poursuit là-dessus. Là, je pense que l'évolution, elle va être vraiment maintenant, parce que pour la majorité
projet qu'on fait, c'est des bâtiments tertiaires. Donc la RE 2020, c'est dans quelques semaines. C'est demain. Voilà. Pour l'instant, on se dépêche de faire des permis pour rester encore dans l'ART. Et donc c'est là que ça va vraiment commencer, d'autant plus que les seuils, ils vont être progressifs et que un bâtiment qu'on fera dans 1 an, il pourra peut-être plus marcher dans 5 ans ou dans 10 ans si on voulait faire la même chose. Et, et même dans les processus de discussion, de négociation, de levier, est-ce que l'équation coût-carbone, par exemple, est un sujet que vous pouvez voir tous les deux ou uniquement sur les cas C2 et un peu abandonné, si je comprends bien? C'est vraiment quand on cherche à faire du C2 qu'on travaille vraiment là-dessus et que on travaille sur les matériaux, on travaille sur la façon dont le bâtiment est conçu, sa forme, sa compacité, plein de choses comme ça. Euh, le C1 pour l'instant, ça restait encore facilement atteignable, je pense. Euh, Du coup, donc là, on va un peu élargir le sujet. C'est la RE 2020 est un peu, pour l'instant, presque unique au monde. On voit que les Anglais sont en train d'organiser la discussion sur comment faire l'équivalent de la RE 2020. Donc, avec quand même quelques années de retard. Les Allemands sont quand même est un pays plutôt en avance sur ces sujets-là. Donc, ma question pour Eric, c'est ton regard international, d'architecte international. Est-ce que ce qu'on est en train de dire presque en France ça bouge pas beaucoup, mais que enfin, on n'a pas le choix. Hein. 1er juillet, c'est obligatoire. Est-ce que à l'international, il y a cette notion? Est-ce que le carbone est une notion appréhendée par les architectes, par les maîtrises d'ouvrage? Comment tu vois ça? Absolument, absolument. C'est urgent et ça va très vite. Hein. J'ai des expériences aux États-Unis, en Asie. C'est pas forcément comparable avec la France. Ce qui est plus comparable avec la France, c'est outre-Rhin, c'est l'Allemagne. Donc il y a encore plus d'urgence parce qu'il y a plus de centrales nucléaires. Donc ça va assez vite et peut-être la différence avec la France, l'artisanat en Allemagne est un peu plus près à ces changements obligatoires qui va venir. Mais au niveau des lois, en Allemagne, il y a une loi qui s'appelle les GEG de 2020, donc Energie, Gebäudeenergiegesetz, c'est comparable avec le RE 2020 et c'est très basé sur les mots climatiquement neutre. C'est-à-dire, évidemment, il y a une isolation renforcée. En Allemagne, on travaille facilement avec 20, 25, 30 cm d'isolation. Et après, il y a maintenant l'ambition ou même l'obligation que le bâtiment produit de l'énergie. Ça veut dire, pour la façade, même si la façade reste un peu, pour moi, une sorte de pointe d'iceberg, la partie visible de notre travail. Et comme on avait dit, entre 10 et peut-être pour une tour, 25-30% des potentiels. Mais ce qui est maintenant demandé en Allemagne, c'est d'intégrer des moyens de produire de l'énergie dans la façade, c'est-à-dire plus ou moins la photovoltaïque. Donc, ça change quand même pas mal un peu notre aspect de travail parce qu'il faut produire un bâtiment qui produit l'énergie avec une certaine image qui est très, très proche d'un produit. Donc, vous voyez l'équilibrage entre des cellules photovoltaïques qui sont quand même très liées avec un certain temps et en même temps créer des bâtiments qui sont un peu timeless. C'est un peu pardon, créer des bâtiments un peu timeless qu'on va pas tout de suite, ah voilà, ça c'est une cellule année 2021, ou ça c'est une cellule 2024. Donc de trouver un peu, je dirais, une intégration douce dans l'élément technique assez forte, c'est un peu le défi qui est peut-être en Allemagne encore plus fort déjà qu'en France. Et du coup, pour François, pour Choucault, on a parlé un peu d'architecture, de la construction, mais à l'échelle du produit. Donc, il y a eu la présentation tout à l'heure de la façade, mais Arcora a parlé des FDES, mais vous, chez Choucault, euh, vous êtes un peu quelque part en avance parce que vous êtes obligé d'anticiper très fortement ce qui va se passer. Vous avez des temps assez longs. Comment l'aluminium, par exemple, est réfléchi en termes de bilan carbone? Et euh, comment vous voyez, vous, cette évolution au niveau du matériau?
Alors, au niveau du matériau, on a une chance, c'est que le matériau, il est recyclable à 100% et il garde ses qualités. On parlait du vitrage tout à l'heure, on est dans le même cas. On a aussi une chance, c'est que le nôtre, il est déjà recyclé. Il est recyclé à 100%. Donc, ça veut dire que les calculs que nous faisons déjà intègrent ces paramètres. Alors, nous, chez Schuco, on vous l'a montré tout à l'heure avec Karl Stéphane, qui a montré toutes les typologies de façades qu'on était capable de faire évoluer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, avec les RE 2020, on a des conditions nouvelles qui sont apparues. Et donc, chez Schuco, nous, on s'associe aux démarches syndicales du SNFA, en particulier la démarche LE+C-, qui permet à la fois de qualifier l'aluminium qui est à l'intérieur de nos produits et les façades en particulier, fenêtres et façades. Et donc, on l'a vu tout à l'heure avec nos amis de chez Arcora, quand un aluminium est européen ou quand un aluminium vient de l'autre bout du monde, il n'a pas la même valeur carbone, parce qu'il n'est pas produit avec la même électricité, carbonée ou non. Et quand il est produit en Europe, il est de l'ordre de 6,7 kg. Et c'est le standard que nous avions défini il y a 3 ans pour les premières FDES fenêtres qui commencent à être déjà utilisées, nous sommes d'accord. Et puis sur la partie façade, puisque la façade est très importante en termes sur notre métier, bien évidemment. Et nous avons vu ce matin également avec Arcora que il n'y a pas que l'aluminium, il y a aussi le vitrage qui est important. Sur la partie alu, nous avons décidé de partir sur un alu bas carbone, un alu à 4.0, comme ça a été montré tout à l'heure par Arcora. Donc, nous avons des FDES qui sont en cours de vérification au niveau du syndicat. Elles vont sortir dans les prochaines semaines. Elles sont actuellement entre les mains du vérificateur. Donc, elles vont intégrer un 4.0. Elles vont également intégrer dans une deuxième étape une possibilité de faire de la configuration. Parce que comme il a été dit, c'est quand on part sur des FDES collectives, on part sur un panel assez large, un râteau très large de typologie de façade et de typologie de configuration, poids d'alu, poids de vitrage. Et donc la configuration possible, qui existe déjà sur certains autres produits, va nous permettre d'affiner et donc d'offrir au marché, aux bureaux d'études, aux concepteurs, les FDES les plus proches de la réalité de leur chantier. Bon, ça c'est la bonne nouvelle, hein. Pour ceux qui font des ACV, des configurateurs, des FDES, c'est un peu tout ce qui nous manque, hein. Ce qui nous manque, c'est l'appréciation, hein. Les pourcentages que je donnais, c'est qu'on puisse les affiner et mieux les calculer. Et justement sur cette conception, la question elle est peut-être un peu pour vous deux, c'est que les matériaux, il y a aussi ce qui se passe après sur la fin de vie. Alors vous deux, pardon, Thomas et François, c'est sur la déconstruction, on parle du recyclage, mais la déconstruction propre, est-ce que c'est un sujet qui est naturel dans la CV, parce qu'on parle de la fin de vie? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est des sujets que vous traitez, soit chez Schuco, soit dans la conception des bâtiments? Bah, on commence à se poser la question quand on fait des projets de réhabilitation, parce que beaucoup de projets qui sont en train d'arriver en ce moment, c'est des bâtiments qui datent d'une trentaine d'années, où bah, le besoin est de les remettre au goût des jours, d'un point de vue image souvent, d'un point de vue usage, fonction, et donc la question c'est est-ce qu'on dépose tout, est-ce qu'on en garde une partie, comment on le réemploie. Donc oui, ça c'est des sujets qu'on va devoir regarder de plus en plus, savoir comment soit les matériaux, est-ce qu'on les envoie dans la bonne filière qui va permettre de les retravailler et que la matière première soit pas perdue, ou on se les réapproprie sur le projet. Et tout à l'heure, Saint-Gobain parlait de la REP. Est-ce que Oui, alors la REP, je dire deux mots? Oui, alors la REP, tout le monde connaît à peu près de quoi il s'agit, Donc c'est cette nouvelle responsabilité élargie des producteurs sur les produits et matériaux de construction du bâtiment qui a été initiée depuis 2 ans et qui est en cours de mise en place avec une réalité sans doute à partir de début 2023 actuellement. Nous sommes membres d'un des éco-organismes qui s'appelle Valobat par l'intermédiaire de notre syndicat professionnel chez Schuco. C'est vrai que c'est très important parce que autant aujourd'hui nous savons
que tout l'aluminium démonté est réutilisé, autant nous n'avons pas la certitude qu'il retourne véritablement dans les façades ou dans les fenêtres et en France. Donc il y a une visibilité qui sera beaucoup plus grande. Et puis aussi, elle permettra au vitrage, on le disait tout à l'heure avec notre collègue de chez Saint-Gobain, que le vitrage aujourd'hui est recyclé à 3% en vitrage plat, alors que les efforts sont faits par les industriels pour pouvoir faire beaucoup mieux dans les prochaines années. Et ça, c'est fondamental puisque dans les FDES, vous connaissez tous le module D, hein, qui est le module positif sur nos produits qui sont lourds en carbone. Et donc le module D aujourd'hui, il est maximal en aluminium, mais par contre, il est loin d'être maximal en vitrage, et il va nous apporter, et on l'a vu tout à l'heure avec un poids de vitrage qui va de l'ordre de presque la moitié du poids carbone de la façade, il va nous apporter des améliorations fortes dans les prochaines années. Donc nous sommes très heureux que, d'une part, le vitrage travaille sur le recyclage des produits et que la REP permette que ces flux de vitrage plat puissent être récupérés par les industriels et ainsi derrière améliorer les FDES globales de nos produits. Est-ce que je peux poser une question? Parce que je trouve quand même l'alu, enfin, c'est quand même une matière qui est un peu en question, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour produire l'alu. Donc, We need a lot of energy to produce aluminium. la bonne approche pour faire la So we need to have the right approach Vraiment, for facades that have a lot of timber. parce que c'est peut-être plus démontable, plus facilement recyclable. We think that it's easier to dismantle and to recycle. So I would like to have your point of view. What's the comparison between aluminium, steel, and timber for facades? Ça a été dit par Carl Stéphane Deval. What's been told by Carl Stefan? Les solutions qui étaient envisagées par Chuco, on intégrait aussi du bois. Bien évidemment, on sait que le bois va prendre de la place. Ça a été compris dès le début de cette présentation ce matin avec le nouveau programme de ZAC pour l'année prochaine. Mais bien évidemment, nous, notre Allius se marie aussi au bois. Et il se marie non seulement au bois en termes de façade, mais il se marie aussi en bois en termes de structure de bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments structure bois aujourd'hui qui sont intégralement en façade alu ou en fenêtre alu. Donc il y a un mariage très, très important entre les deux. Sur l'acier, je dirais que le sujet est sans doute un peu le même qu'avec l'aluminium. C'est un produit qui nécessite beaucoup de production de carbone à sa production initiale, mais qui est recyclable à l'infini de la même façon. Après, on peut pas en faire autant de prouesses architecturales que dans l'alu. Sinon, l'acier aura une part de marché plus importante qu'il ne l'a aujourd'hui. Bien, merci. On l'a vu, Saint-Gobain, on a parlé tout à l'heure. Là, on a parlé pas mal de carbone, mais il y a d'autres sujets dans la RE 2020. Il y a le confort et la façade. C'est un peu souvent l'équation insoluble du carbone, du confort, du coût, évidemment. Thomas, la RE 2020 va complexifier ton travail. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ton avis et est-ce qu'on rentre dans des temps d'études plus longs, dans des complexités plus longues? Est-ce que les discussions que tu vas devoir avoir avec tout le monde, avec les constructeurs, les maîtrises d'ouvrage vont être forcément complexifiées? Mais comment tu vois ça? Effectivement, la RE, elle a plusieurs volets. Il y a le volet énergétique qu'on connaît peut-être le mieux parce que ça fait un moment qu'il existe et qu'on le pratique, pas au même niveau, mais le principe, on le connaît. Il y a le volet carbone, on en a beaucoup parlé. Le volet confort d'été, j'ai moins de retours d'expérience et je pense que beaucoup de gens en ont pas beaucoup encore là-dedans, mais il semble qu'il soit aussi assez contraignant et compliqué à obtenir, en tout cas en suivant la règle de la RE 2020. Et donc, on va devoir passer du temps, je pense, et c'est pas nous concepteurs façade, ça sera l'architecte aussi. Je te regarde parce qu'il y a aussi le BE environnement, le BE fluide qui vont devoir échanger là-dessus pour arriver à l'équation satisfaisante. Et je pense que la base, ça sera quand même reprendre des principes de conception architecturale, je trouve plus le mot, mais bon, de bioclimatique, voilà, pour reprendre ces bases-là, pour partir de quelque chose. On l'a dit tout à l'heure, la compacité du bâtiment, peut-être la sobriété, peut-être aussi
les bons ratios plein-vide par rapport aux orientations, gestion des apports solaires et des positions des occultations qui vont bien. Enfin, moi, je dirais plus dans cette direction-là que d'aller dans les produits très techniques ou les choses comme ça. Je pense que aussi ça résonne mieux avec les ambitions carbone qui vont de pair avec tout ça. Et pour reprendre ce que tu disais sur les conceptions-constructions, ça va aussi entraîner beaucoup plus d'impact pour les entreprises et beaucoup plus de dialogue. Les projets bas carbone en conception-construction sont un peu plus faciles dans le sens où on discute directement avec l'entreprise. Est-ce que, et c'est un peu ce que tu disais tout à Oui. l'heure, ça va vous faire une corde en plus et il faut comprendre le carbone. C'est un peu ce que tu disais. C'est ça la vision. Alors sur les conceptions-constructions, je crois il peut y avoir un grand débat avec les maîtres d'œuvre, hein, puisque Alors, je parlais de l'implication. Enfin, c'est l'implication de l'entreprise. C'est alors, plus que la méthode de dévolution. Mais alors effectivement, on arrive à avoir une vision globale et c'est vrai que chez Vinci, chaque filiale travaille de manière indépendante, mais on a aussi des services centralisés et on a développé des outils pour calculer les ACV, que ce soit l'ACV au niveau E+, C-, et maintenant l'ACV RE2020. Donc c'est des outils qu'on développe en interne pour pouvoir être autonome dans cette approche et être le plus pertinent. Alors le sujet qu'on maîtrise le mieux, ça reste quand même la structure, puisque on fait du gros œuvre par essence. Donc ça nous permet d'avoir quelques leviers de variation. Moi, ce que je voulais rebondir aussi sur le confort d'été, hein. C'est un critère qui est relativement négligé aujourd'hui, puisque en RT 2012, c'était pas très important. Il y a pas tous les bâtiments passaient. En RE 2020, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça va obliger à modifier un peu la conception des bâtiments, à réfléchir un peu autrement sur la façon dont la façade peut permettre de gérer cet aspect des choses. est-ce que ça pourrait pas entraîner un peu ce que tu disais, une certaine tendance à l'opacification des façades et du coup ça changerait un peu l'approche que pourrait avoir un architecte de l'architecture, de cette vision de cette peau. Est-ce que ça va changer presque la manière dont on appréhende l'architecture? En tout cas, c'est ce qu'on peut un peu sentir. Moi, c'est ce que je vois un peu les prémices de ce qu'on voit, c'est qu'on parle beaucoup moins de façades 100% vitrées et qu'on se pose très tôt la question de quelle quantité de vitrage je mets, parce qu'on sait qu'on joue sur tous les leviers, le carbone, le confort, l'énergie. Oui, oui, ça doit changer, c'est clair. Et nous, chez Renzo Piano, Renzo Piano a quand même conçu un peu, enfin, conçu, il suit cette philosophie de transparence et de la légèreté. On croit toujours à ça. Mais évidemment, avec ces ingrédients qui sont de plus en plus forts, comme les bilans carbone, les vents aussi, les séismes aussi, euh, la façade peut être un peu plus costaud, plus responsable. Donc, les approches doivent être adaptées. On pourrait quand même garder un peu la même philosophie. Comme exemple, je cite souvent le Apple Store, qui est un rêve des années 70, 80, 90, qui est maintenant devenu réalité. Donc, des bâtiments tout en verre, simple vitrage, c'est magnifique, hein. Mais je pense que c'est magnifique, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut plus défendre parce qu'on peut plus expliquer à nos enfants comment on pourrait faire un bâtiment comme ça qui est très très beau, mais derrière, il y a un impact qui n'est plus responsable. Donc, je pense qu'il faut adapter un peu notre façade, notre façon de concevoir des façades, aller un peu vers le low-tech, aller un peu vers des formats un peu plus raisonnables, éviter peut-être des superlatifs et évidemment aussi la préfabrication et autre chose. Donc, je pense que c'est un moment où l'architecture va changer un peu son esthétisme sans peut-être consacrer ce qui était bâti pendant des siècles presque. Mais je vois un changement pour plus de responsabilité qui est tout à fait une grande responsabilité pour notre époque et pour notre génération d'architectes. J'ai une question subsidiaire qui est un peu pour qui est un peu pour vous quatre.
C'était un peu dit dans une des présentations, c'était le fait et on le voit dans les projets, si on va avoir tendance à beaucoup plus réhabiliter et beaucoup moins construire de neuf. Donc ça va. Je prends un exemple, hein, souvent dans les études d'architecture, la réhabilitation, on le fait presque pas. On étudie que des bâtiments neufs. Souvent, les diplômes d'architecture, c'est du neuf. On parle beaucoup de construire des bâtiments et je vois bien que chacun, est-ce que c'est quelque chose alors même chose, est-ce que vous avez vu récemment, moi je sais que de plus en plus j'ai des projets de réhabilitation et de moins en moins de neufs. Est-ce que vous le voyez et comment vous voyez ce changement qui est en plus assez cohérent avec la stratégie nationale bas carbone, qui l'écrit noir sur blanc, hein, dans la stratégie nationale bas carbone, en 2050, on doit construire beaucoup moins. On doit construire beaucoup moins. Est-ce que comment vous voyez ce sujet-là qui, de mon point de vue, est absolument passionnant. Est-ce que ce côté passionnant, c'est vrai pour vous? Je sais pas, Eric, par exemple. C'est notre obligation. Il y a plein d'exemples. Il avait un très bon exemple tout à l'heure, hein. Donc, évidemment, la rénovation aussi, juste pour citer l'Allemagne avec les contextes avant, je pense en Allemagne, la moitié des projets à venir en contexte de la façon allemande, je pense qu'il y a 50% des bâtiments à rénover. Et aussi pour des grands projets, je pense qu'il faut toujours bien regarder les contextes, les sites, l'existant. Et évidemment, si on peut garder une partie d'existant, même si ça pose parfois des problèmes de jonction, des cohérences entre l'existant et la partie neuve à construire, c'est une obligation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans les réflexes d'un architecte. Et d'abord, regardez bien, est-ce que la partie existante est quelque chose d'exploitable ou pas, et même faire plus de compromis qu'il y a peut-être il y a 10, 20 ans. Et comme je disais, aussi réfléchir un peu en changement d'esthétisme. Thomas, tu... Oui, c'est clair qu'on voit beaucoup plus de projets qu'avant en réhabilitation. Et il y a un marché qui va se développer là-dessus et c'est très très bien. Et quelque part sur plein d'aspects, c'est semble indispensable. Beaucoup, alors je reparle des bureaux, mais c'est beaucoup de ce qu'on fait, je pense tous ici. Euh, on parle de confort d'été. Les bâtiments de bureaux d'il y a 30 ans, ils sont plus tellement adaptés. Sauf si on consomme beaucoup de climatisation, ce qui n'est pas non plus le souhait et le but. Donc, il faut les réhabiliter et c'est un exercice qui est effectivement passionnant. Et essayer d'en conserver le plus possible, dans l'équation carbone, c'est plus que bénéfique parce que ce qui n'est pas déconstruit pour être reconstruit, on dépense rien, ou beaucoup moins en tout cas. François. Oui, alors moi je le vois à travers tous les projets qui peuvent être travaillés par nos équipes et par nos partenaires, hein, où en effet la part réhabilitation, rénovation augmente. Il y a aussi un intérêt, pour revenir à nos sujets, c'est que plus on va démonter, plus on va avoir de sources d'aluminium pour recycler, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se dire que le recyclage de l'aluminium fin de vie, il est limité par ce qu'on démonte en fait, hein, et quand on construit un bâtiment neuf, on démonte rien. Quand on change un coulissant aluminium qui remplace une vieille fenêtre en bois dans une résidence, on démonte rien non plus pour récupérer de l'aluminium. Donc il y a un taux aujourd'hui qui est de l'ordre de 40% d'aluminium recyclable, car les sources en Europe ne sont pas supérieures à ces niveaux. Donc ça peut nous amener aussi un taux de recyclable plus important demain, et donc améliorer, pour être prosaïque, et retourner sur nos sujets, améliorer nos caractéristiques FDES pour le futur. Donc c'est pas inintéressant. Vincent. Oui, c'est une tendance que l'on voit qui est assez lourde. Les filiales du groupe qui travaillent en réhabilitation ont beaucoup plus d'activités que celles qui font du neuf. Donc bon, après il y a des intérêts à faire du neuf, des intérêts à faire de la réhabilitation. Il faut que le bâtiment s'y prête. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours le cas. Évidemment, c'est très lié avec le site. Je pense que c'est quelque chose au centre d'une ville. On approche différemment que quelque chose qui est plus hors ville. Et j'imagine il y a une vraie responsabilité de garder les villes denses et aussi réduire l'effort de démolir et d'utiliser la bonne partie à revivre.
Dernière question, ce que réhabilitation n'est pas soumis à l'ARE 2020 et on a parlé de l'ARE 2020. Est-ce que vous voyez un intérêt d'avoir une RE 2020 réhabilitation qui, pour l'instant, alors s'il y a d'autres infos, n'est pas à l'ordre du jour actuel? Oui, moi je dirais oui. Il faut aussi considérer que la RE 2020, c'est pas un règlement, une contrainte qu'on nous impose. Ça répond quand même à un enjeu climatique important. Donc, ça répond à un besoin de réduire nos gaz à enfin, notre production de carbone. Donc, il faut que les bâtiments réhabilités, même s'il n'y a pas de de réglementation en vigueur, respectent ces impératifs-là et qu'on soit moins gourmand en carbone quand on réhabilite un bâtiment que lorsqu'on en fait un neuf. Donc la façade qu'on vient appliquer sur un bâtiment réhabilité doit respecter les mêmes règles que la façade sur un bâtiment neuf. Enfin bon, c'est peut-être un point de vue personnel. Non, Bah, absolument, absolument. Pour citer encore peut-être un exemple un peu allemand, donc il y a le label Passivhaus. Et pour le Passivhaus, il y a pour le neuf. Et pour la partie rénovation, souvent c'est lié avec des bâtiments historiques. Comme on sait en France, on a plutôt tendance de mettre l'isolant à l'intérieur. En Allemagne, on met à l'extérieur. Mais même avec isolation à l'intérieur, c'est possible d'avoir le label Passivhaus, qui est à la base un défi. Donc là, je pense que c'est assez facilement adaptable de faire de créer deux colonnes pour bâtiments neufs et pour rénovation, souvent utilisées déjà aujourd'hui pour les bâtiments monuments historiques. Alors, parce que, ouais, ma question, c'est qu'il y a une vraie complexité sur la réhabilitation, il y a une vraie complexité sur l'ARE 2020. On voit que pour l'instant, l'ARE 2020, j'ai pas le sentiment que ça soit complètement prêt. Donc, j'entends effectivement qu'il faudrait une ARE 2020 réhabilitation, mais on va se rajouter une sacrée complexité. Je sais pas si c'est un peu ce point de vue-là que tu peux avoir, Thomas. bah, ça sera certainement compliqué, mais après, on est tous en train de se dire qu'on a un objectif commun pour l'avenir. Donc, il faut qu'on puisse pas passer aux côtés du sujet si on fait de la réhabilitation. Alors, bon, c'est pas que nous qui allons la faire, cette RE 2020, RE existant, mais il y a quelque chose à mettre en place et des démarches. Et voilà, donc ça vient aussi des clients qui doivent nous suivre là-dessus. Mais je pense que c'est important d'appliquer les mêmes principes tant qu'on peut sur la réhabilitation aussi. Non, mais c'est intéressant, c'est que si on est tous d'accord pour ça, c'est que on peut aussi dire à nous de pousser l'État pour que la réglementation sorte le plus tôt. On a un petit peu d'avance, mais en même temps il est tard. Je voudrais bien savoir si vous avez des questions. C'est pour les panélistes qui sont là. Sinon, je vous libère pour manger, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Je voulais simplement rajouter pour rejoindre le grand paysage qui a été décrit par Jacques ce matin. C'est vrai que si on travaille que sur le neuf, qui représente globalement 1% de notre bâti, on va mettre des siècles à faire évoluer la consommation du bâtiment. Donc il est nécessaire de faire évoluer, pour rejoindre ce que dit Vincent, il est nécessaire de faire évoluer aussi la réglementation sur la rénovation et que la rénovation s'engage fortement pour que, en effet, dans 30 ans, on puisse descendre aux objectifs qui nous sont donnés par la COP, par l'Europe et par l'État. Et ça ne se fera qu'avec la rénovation et ça se fera qu'avec les mêmes exigences en réhabilitation que dans le neuf. Oui, et le neuf porte justement les ambitions que doivent intégrer. Et de toute façon, effectivement, il y a beaucoup de projets où maintenant on a cette démarche RE 2020 ou carbone sur de la réhabilitation sans avoir de règles. La règle, elle a cet intérêt d'être, à un moment donné, j'ai pas le droit de faire, donc elle est un peu tranchante. Quand on suit une démarche, ce qu'on disait, le C2, bon bah si on pouvait pas être C2, on était C1 et c'était déjà pas mal. Donc j'aime bien le côté un peu strict. Super.